Votre commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur les manifestations qui se sont déroulées à Paris le 1er mai. Cette journée du 1er mai, je l'ai passée au bureau, à travailler, mais surtout à me tenir informé de l'évolution de la situation des manifestations à Paris notamment. J'ai appris le lendemain matin, le 2 mai, qu'au cours de ces manifestations, un chargé de mission de l'Élysée aurait eu un comportement inapproprié et choquant. Je l'ai appris en prenant connaissance d'une vidéo qui m'a été montrée par le conseiller en charge notamment des réseaux sociaux. Et cette vidéo montrait à la fois une scène d'affrontement violent, poursuite de personnes, forces de l'ordre et manifestants, une scène assez confuse, et une autre scène qui était celle de l'intervention de ce chargé de mission qui semblait être M. Benalla. Au vu de cette vidéo, j'ai immédiatement convoqué l'intéressé et je lui ai demandé de me donner des explications. Il a reconnu sa présence sur les lieux et il a justifié son comportement, je cite, « pour aider les policiers pris à partie par des manifestants violents et qui ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. » Je l'ai informé que sa participation à une opération de maintien de l'ordre ne faisait pas partie de sa mission d'observation et que son comportement fautif était inacceptable et ferait donc l'objet d'une sanction. J'ai immédiatement porté ces informations à la connaissance du secrétaire général de l'Élysée, qui est chargé d'informer quotidiennement le président de la République de ce qui se passe sur le territoire national lorsque celui-ci est en déplacement à l'international. Le président de la République, je le rappelle, était à ce moment-là en Australie et sur le point de se rendre en Nouvelle-Calédonie pour un déplacement extrêmement sensible. La Nouvelle-Calédonie, vous le savez, aura à se prononcer sur son avenir dans quelques mois. Et le président avait notamment inscrit à son programme un déplacement hautement symbolique à Ouvéa. Le secrétaire général informe le président de la République du comportement de M. Benalla et lui dit qu'il est proposé de prendre une sanction à son égard. La sanction a été prise par mes soins. Il s'agit d'une part d'une suspension de 15 jours sans traitement et d'autre part d'une modification des missions de M. Benalla, modification équivalent à une rétrogradation puisqu'il a été déchargé de la participation à l'organisation des déplacements officiel du président de la République. Cette sanction a fait l'objet d'un courrier que je lui ai notifié le 3 mai, courrier qui figure dans son dossier et qui précise qu'en cas de nouveau comportement fautif, il serait licencié. Cette sanction est entrée en vigueur le 4 mai et donc M. Benalla a été démis de ses fonctions du 4 au 22 mai. Certains considèrent que ces sanctions n'étaient pas adaptées aux faits et, mesdames et messieurs les députés, votre commission me permettra de vous apporter des réponses précises sur ce point. Je mesure aussi le trouble et l'émotion que le comportement de ce chargé de mission a pu susciter
notamment chez nos forces de sécurité. C'est pourquoi je voudrais dire ici devant vous, à nos policiers et à nos gendarmes, que le chef de l'État mesure chaque jour leur engagement sans faille pour assurer la sécurité de nos concitoyens, pour lutter contre la menace terroriste, pour maintenir l'ordre public et pour garantir l'état de droit. Je veux ici, au nom du président de la République, saluer le professionnalisme des policiers et des gendarmes et leur dire que la sécurité du chef de l'État ne peut être assurée que sous l'autorité et le contrôle des policiers et des gendarmes. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est le comportement individuel fautif d'un chargé de mission de l'Élysée pour lequel une information judiciaire est ouverte aujourd'hui et pour lequel une sanction administrative a immédiatement été prise. Il appartient désormais à la justice d'établir les responsabilités des individus poursuivis. J'ai la volonté de répondre de manière précise et complète à vos questions. Le président de la République, en m'autorisant à venir devant vous, a souhaité contribuer à la manifestation de la vérité. Elle vous est due. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit mon audition. Je dois veiller à respecter le principe de séparation des pouvoirs qui ne permettra pas de répondre aux questions portant sur des faits donnant lieu à une information judiciaire et à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République. Monsieur Stroda, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je vous remercie de conserver le silence. Je voudrais que, en préalable, vous nous expliquiez le statut juridique des personnes qui travaillent au sein de votre cabinet. Les personnes qui travaillent au cabinet du président de la République, et c'est la même chose dans les autres cabinets ministériels, sont soit des fonctionnaires titulaires mis à disposition du cabinet ministériel avec remboursement du salaire au ministère qui les met à disposition, soit des agents contractuels recrutés pour la durée du mandat de la personnalité auprès de laquelle ils sont placés. Il apparaît que M. Alexandre Benalla excipait d'une carte de visite sur laquelle il indiquait qu'il était chef de cabinet adjoint. J'ai pu consulter l'organigramme et je vois que vous avez qu'il existe un chef de cabinet adjoint dont la nomination a été publiée au journal officiel et on n'a pas de trace d'Alexandre Benalla exerçant ces fonctions-là précisément. Est-ce qu'il les exerçait réellement? Quelles étaient ses fonctions officielles? Vous avez raison, Madame la Présidente, il faut être très précis et je vais essayer de l'être. Le chef de cabinet a auprès de lui des personnes qui l'assistent dans ses missions. Parmi ces personnes, il y a un chef adjoint de cabinet qui, lui, fait l'objet d'une nomination qui est publiée au journal officiel. Et en l'occurrence, il s'agit de M. Rodrigue Furcy, qui est sous-préfet. Les autres personnes sont des adjoints au chef de cabinet qui sont sous l'autorité
à la fois du chef de cabinet et du chef adjoint de cabinet, et dont la nomination ne fait pas l'objet d'une publication au journal officiel. Je vous remercie. Est-ce que vous saviez, est-ce que M. Benalla avait exercé à plusieurs reprises des fonctions, alors c'est pas une fonction, excusez-moi du terme approprié, mais il a été observé le 1er mai les opérations de maintien de l'ordre lors de la manifestation. Est-ce que c'est une action qu'il avait déjà eue à d'autres reprises dans d'autres cadres? Ou est-ce qu'à votre connaissance, c'était la première fois qu'il se rendait sur une manifestation avec le statut d'observateur et non pas dans le cadre de ses fonctions à la présidence? Monsieur Benalla m'avait informé du fait qu'il était invité par la préfecture de police en qualité d'observateur pour la mission du 1er mai. Il m'en a informé quelques jours avant et je lui ai demandé qui l'invitait. Il m'a indiqué que l'invitation lui avait été faite par M. Simonin, chef d'état-major de la DOPC à la préfecture de police. J'ai considéré que l'invitation qui lui était faite émanait d'un haut gradé de la DOPC. Il se trouve que ce haut gradé, je le connais, il a une réputation de professionnel. Et donc, lorsque M. Benalla m'a indiqué qu'il était invité par M. Simonin, j'en ai déduit que la hiérarchie de la préfecture de police était au courant. Ensuite, j'ai accepté cette mission parce que dans mon esprit et de par mon expérience, les missions d'observateur sont pour moi des missions très précises qui répondent à un cadre qui est bien défini, à savoir que la personne qui a ce statut d'observateur, et c'est une pratique courante, cette personne est bien en observateur, mais ne peut en aucun cas intervenir dans des opérations de maintien de l'ordre ou autres. Malgré cela, ces personnes sont dotées d'équipements pour assurer leur protection, mais aussi pour permettre à d'autres personnes de les reconnaître. J'ai également considéré que, de par ses fonctions, qui le mettait souvent en relation avec la préfecture de police, notamment pour l'organisation des déplacements du président de la République, il n'était pas anormal que M. Benalla observe la gestion d'une journée qu'on annonçait particulière. Et donc, je ne me suis pas opposé. Je ne me suis pas opposé à ce qu'il participe donc en qualité d'observateur à cette journée du 1er mai, et je lui ai bien rappelé qu'il était hors de question de participer activement à des opérations sur le terrain. Excusez-moi, vous m'avez répondu qu'imparfaitement, ou qu'incomplètement. Est-ce que c'était la première fois qu'il allait sur une manifestation en qualité d'observateur ou c'était quelque chose de fréquent? C'est la première fois qu'il m'en a demandé l'accord. D'accord, donc vous ne saviez pas s'il y avait été à d'autres occasions sans que vous en ayez été informé? À ma connaissance, non. Monsieur le co-rapporteur? Merci, Madame la coprésidente, Madame la présidente, pardon, et co-rapporteur. Monsieur le préfet, je voudrais d'abord dire que nous avons lu au journal officiel le décret du président de la République en date du 5 juillet, par lequel il est indiqué que par limite d'âge, comme c'est normal,
vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite à compter du 6 octobre prochain. Et au moment où un long parcours au plus haut niveau au service de l'État est conduit à se clore par l'effet de l'état civil, je tiens à dire comme député le respect qu'inspire à chacun le parcours administratif qui est le vôtre au service de l'État, au service de la République française, au service de nos compatriotes. Et je tenais à faire cette remarque liminaire dans le cadre formel de cette audition devant la commission des lois en forme de commission d'enquête. La deuxième remarque liminaire que je veux faire, avant d'en venir aux questions, consiste à dire que, dans l'esprit du co-rapporteur que je suis, cette audition d'un collaborateur éminent du président de la République est la première audition d'une série des collaborateurs du président de la République qu'il me paraît indispensable de conduire. Je veux dire que l'audition du secrétaire général de la présidence de la République, M. Alexis Kohler, est nécessaire. Je veux dire que l'audition de M. Bruno Roger-Petit, porte-parole du président de la République, qui a tenu une conférence de presse officielle portant sur les faits dont nous sommes saisis, est nécessaire. Je veux dire que l'audition du général Biofarina, commandant militaire de la présidence de la République, est nécessaire dès lors que nous sommes saisis de faits impliquant M. Vincent Caz, dont M. Bruno Roger-Petit a dit qu'il était mobilisé par le commandement militaire de la présidence de la République. L'audition de M. le colonel Lavergne, commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, est également nécessaire. L'audition de M. Vincent Corre est nécessaire dès lors que son nom a été évoqué hier par le ministre de l'Intérieur. Je ne pense pas, Madame la Présidente, que nous perdions du temps en évoquant ces questions. L'audition de Monsieur le préfet Laurent Autiot, dont le nom a été évoqué hier par le préfet de police lors de son audition, me paraît nécessaire. Et j'y ajoute notamment le nom de Monsieur Ludovic Schecker. J'en viens à mes questions. Monsieur le préfet, j'aimerais que vous nous indiquiez, si vous le savez, si vous le pouvez, qui a recruté M. Benalla à l'Élysée. Pardon. Merci, monsieur le co-rapporteur. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier pour les mots que vous avez eus concernant ma carrière. Juste vous dire que ce qui me motive, ce qui m'a toujours motivé dans le choix que j'ai fait, c'est de servir l'État. Et je le ferai jusqu'à la dernière minute. L'État en tant qu'institution et l'État à travers toutes ses valeurs. Monsieur Benalla a été recruté dès le début du mandat du président de la République. C'est moi qui ai signé son contrat de recrutement et il a été recruté parce qu'il faisait partie de l'équipe de campagne du candidat qui a été élu président de la République. Et au sein de cette équipe, il avait des fonctions d'organisateur que tout le monde reconnaissait, que tout le monde saluait, ce qui m'a amené à l'affecter à la chefferie, donc auprès du chef de cabinet. Il s'agit donc d'un contractuel qui n'est pas au journal officiel et qui ne figure donc pas non plus d'ailleurs sur la page du site internet de l'Élysée décrivant la composition des équipes entourant directement le président de la République. Y a-t-il, monsieur le préfet, d'autres collaborateurs du président de la République ayant un statut officieux de la même manière ? Monsieur le... Je le dis pour mes collègues, pardon, monsieur le préfet.
La distinction entre officieux et officiel, dans mon esprit, consiste à dire que ce qui est officiel est inscrit au journal officiel et ce qui est officieux n'est pas inscrit au journal officiel. Monsieur Stroda, vous pouvez répondre. Merci. Monsieur le co-rapporteur, je n'ai pas été suffisamment précis dans ma réponse. Le cabinet du président de la République est composé de conseillers et de chargés de mission. Les conseillers font l'objet d'une nomination qui est publiée au journal officiel. Les chargés de mission, leur nomination, leur arrêté de nomination n'est pas publié. Il y en a une dizaine au cabinet du président de la République, mais ce ne sont pas des officieux. C'est-à-dire que ce sont des personnels qui font partie des équipes qui travaillent au cabinet, dont les missions sont clairement connues et qui sont surtout connues de tous les organismes de contrôle qui procèdent au contrôle du fonctionnement de l'Élysée, que ce soit la Cour des comptes ou la mission parlementaire de la Commission des finances publiques. Il s'agit donc bien de collaborateurs du président de la République. De collaborateurs de cabinet qui sont sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de cabinet, du secrétaire général et des conseillers auprès desquels ils sont placés. Et donc, dans une chaîne hiérarchique, ils ont des missions qui sont bien identifiées et ils participent du travail normal et quotidien des services. Je vous remercie. Je précisais ces questions dès lors que nous avons, à l'Assemblée nationale, voté la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 11, modifié en dernier lieu par l'actuelle majorité par la loi du 26 mars 2018. L'article 11 de cette loi de 2013, modifié en 2018, précisant à son quatrièmement que les collaborateurs du président de la République sont tenus d'adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration. Cette précision étant faite, ou plutôt cette question restant posée, s'agissant des fonctions de monsieur Benalla, vous nous avez indiqué donc tout à l'heure qu'il était chargé de mission, adjoint au chef de cabinet du président de la République et qu'il était, n'est-ce pas, si j'ai bien compris, plus spécialement chargé de l'organisation, la participation à l'organisation des déplacements du président de la République. Oui, c'est bien cela, monsieur le co-rapporteur. Et c'est ce qui m'a amené à l'autoriser à participer à cette mission d'observation. La mission qui est confiée à M. Benalla, elle est tout d'abord sous l'autorité directe du chef de cabinet. Et elle consiste, lors des déplacements du président de la République, de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Vous le savez, parce que vous accueillez dans vos circonscriptions des ministres et, j'espère, le président de la République, il faut que de nombreux services se mobilisent pour qu'un déplacement ministériel ou présidentiel se déroule de manière fluide. J'entends par là, il faut que le président de la République puisse respecter le programme qui a été arrêté lors de visites de précurseurs, et programme sur lequel, d'ailleurs, vous êtes souvent soit consulté, soit associé. Il faut que le président de la République puisse arriver
au bon endroit où il est attendu, qu'il puisse rencontrer les personnalités qu'il doit saluer, qu'il puisse rencontrer les chefs d'entreprise, les associations qui figurent au programme, qu'il puisse avoir des contacts avec la presse. Et tout ceci nécessite l'intervention de très nombreux services. Il y a évidemment les services de sécurité, mais pas uniquement. Il faut former des cortèges, il faut s'assurer que la salle ou le bâtiment public où vous allez accueillir le président est équipé, que les personnes qu'il doit saluer sont bien au rendez-vous, qu'elles n'ont pas été prises dans un bouchon, excusez-moi de parler aussi concrètement. Mais tout ceci, mesdames et messieurs, nécessite une ingénierie, une fonction d'ensemblier qui est exercée par le chef de cabinet et ses adjoints. C'est une mission extrêmement importante pour le bon déroulement du déplacement du président de la République, mais aussi pour toutes les personnalités qui l'accueillent. Et donc, la fonction de M. Benalla était effectivement d'assurer cette fonction de coordination des services qui concourent au déplacement officiel du président de la République. Je tiens à préciser une chose, parce que j'entends et je lis beaucoup de choses depuis quelques jours. Dans cette fonction, M. Benalla n'est pas le responsable des services dont il est chargé d'assurer la coordination. Ce n'est pas lui qui dirige les services de sécurité, ni le GSPR, qui assure la sécurité rapprochée du président de la République, ni le commandement militaire, ni les forces de sécurité des départements qui accueillent le président de la République et qui sont placés sous l'autorité du préfet territorialement compétent. Donc il n'est pas le directeur des services de sécurité. En revanche, dans sa fonction de coordination, d'ensemblier, il peut être amené à donner des orientations qui ont des incidences sur l'organisation des services telle qu'elle était prévue, parce que, vous le savez aussi bien que moi, même si on prévoit tout, il y a toujours un imprévu et il faut parfois changer le programme, changer les horaires. Et là, on a besoin de cette fonction de coordination qui redéploie le dispositif pour que non seulement le niveau de sécurité soit toujours au niveau maximal, mais que pour toutes les personnes qui accueillent le président de la République ne soient pas privées ou frustrées parce que le changement de programme les a privés d'une séquence. Voilà, j'ai essayé d'être très concret, mesdames et messieurs, mais voilà très exactement quelle était la fonction de M. Benalla. Il avait une autre fonction, il était en charge de l'organisation du programme d'accueil des personnes et personnalités que le président de la République invite pour le défilé du 14 juillet. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs courriers de certains d'entre vous qui me demandaient de faire inviter, au nom de la présidence de la République, telle ou telle personne. Le président de la République invite environ 15 000 personnes à assister au défilé du 14 juillet. Ces 15 000 personnes figurent sur un fichier qu'il faut donc gérer, s'assurer que les invitations sont parties à temps, indiquer aux personnes invitées l'endroit où elles doivent se présenter, veiller à ce que leur accueil soit organisé, notamment pour des raisons de sécurité, veiller à leur emplacement dans la bonne tribune, et puis s'assurer qu'elles puissent profiter de ce grand moment qui nous rassemble, qui est le défilé du 14 juillet. C'est une mission extrêmement importante et qui nécessite là aussi des réunions préparatoires, soit au Palais de l'Élysée, soit à la préfecture de police, et puis une présence sur le terrain le jour du 14 juillet pour veiller à ce que tout se passe bien. Et M. Benalla avait une troisième mission. Il avait en charge
avec les services compétents, l'organisation des déplacements non officiels du président de la République. J'en reviens aux conditions du recrutement de M. Benalla à la présidence de la République pour les fonctions que vous venez d'évoquer. Quelle est la rémunération de M. Benalla, Monsieur le Préfet ? Sur ce point, je vais être là aussi le plus précis possible. Et je vais commencer par démentir de très nombreuses rumeurs que j'entends et sur lesquelles je crois qu'il faut être très, très attentif. Et donc, les informations que je vais vous donner vous sont dues parce que dans ce type de rumeurs, il peut y avoir en aval des actions. J'ai entendu dire que M. Benalla avait une rémunération de 10 000 € mensuels. C'est faux. Il a un traitement de chargé de mission. À la présidence de la République. J'ai entendu dire qu'il... J'ai entendu dire qu'il devait s'installer dans un duplex de 300 mètres carrés ou 200, résidence de l'ALMA. C'est faux. Ça n'a jamais été envisagé. Jamais. J'ai entendu dire qu'il serait nommé sous-préfet. Je dément formellement qu'il y a eu une demande de sa part ou une intervention pour le faire nommer sous-préfet. J'ai entendu dire qu'il serait amené à prendre la direction dans quelque temps d'un service qui devrait regrouper les services de sécurité de l'Élysée pour les faire mieux fonctionner. Là aussi, je dément. Je dément formellement. Alors, quels sont les avantages dont il bénéficie ? Je ne pourrais pas répondre à cette question car on touche au cœur de l'organisation. S'il vous plaît, Mesdames, je vous remercie de respecter l'audition et de respecter les réponses qui vous sont faites. Mais s'il vous plaît, mes chers collègues, je vous demande de respecter cette séance de commission et les réponses, si elles ne vous conviennent pas, sont les réponses qui sont effectuées par M. Stroda. Non, ce n'est pas une absence. Je vous rappelle que M. Stroda a très fermement rappelé les principes de séparation des pouvoirs auxquels nous devons être fermement attachés. Je vous rappelle qu'il est ici pour répondre aux questions de la commission des lois, qu'il le fait, qu'il a accepté de venir devant nous. Je vous remercie de respecter ces réponses. Madame, je vais répondre, mesdames et messieurs les députés. Ces informations, elles sont connues de la Cour des comptes qui nous contrôle chaque année et elles sont connues de la mission parlementaire de la Commission des finances. Donc ces informations sont à votre disposition, mais je ne souhaite pas, dans le mandat que m'a confié le président de la République pour venir répondre à vos questions, répondre ici. S'il vous plaît, monsieur le rapporteur souhaiterait poser une autre question.
Mes chers collègues, je souhaiterais pouvoir poursuivre cet échange. J'en viens maintenant, Monsieur le Préfet, aux conditions de la présence de Monsieur Benalla le 1er mai. Nous sommes à la seconde journée de nos auditions désormais. Les conditions de la présence de Monsieur Benalla le 1er mai font l'objet de déclarations manifestement contradictoires de la part de plusieurs autorités. Je rappelle que le porte-parole du président de la République avait indiqué que cette autorisation lui avait été donnée. Je rappelle que Madame la garde des Sceaux, devant le Sénat, avait indiqué que M. Benalla était présent le 1er mai sur les lieux faisant l'objet de troubles à l'ordre public sans autorisation. Je rappelle que M. Gibelin, directeur de la DOPC, nous a déclaré hier que, je cite, « cette autorisation n'existait pas ». Vous vous êtes vous-même exprimé à titre liminaire en indiquant, je crois, que cette autorisation lui avait été donnée par vous-même. Pourriez-vous revenir sur les conditions de cette autorisation? Car manifestement, cette déclaration contradictoire suscite encore beaucoup de questions. Donc, quelques jours avant le 1er mai, 2-3 jours avant, au cours d'une réunion, M. Benalla m'informe qu'il a été invité par la préfecture de police pour assister en qualité d'observateur à la manifestation du 1er mai. Je lui demande très clairement qui vous a invité. Il me cite M. Simonin. Je l'ai dit, M. Simonin est un haut gradé de la DOPC, une des directions les plus importantes de la préfecture de police, c'est le chef d'état-major. Je connais M. Simonin, j'ai eu à travailler avec lui dans des fonctions précédentes. Pour moi, c'est un bon professionnel et le nom de M. Simonin, pour moi, évoque évidemment un accord de la préfecture de police pour accueillir M. Benalla pour cette mission. Ensuite, comme je l'ai dit, cette mission se situe dans le prolongement des fonctions qui sont celles de M. Benalla auprès du chef de cabinet. Et donc, je n'avais aucune raison de m'opposer à cette mission, qui est utile, J'ai expliqué tout à l'heure comment se déroulent les déplacements d'une personnalité. Et donc, une personnalité peut également être confrontée à des opérations de maintien de l'ordre public. Nous avons tous intérêt, enfin tous ceux qui sont chargés d'organiser des déplacements de personnalités, de savoir exactement comment concrètement ça se passe lorsqu'on est confronté à ce type de situation. Donc avec tous ces éléments, j'ai effectivement donné mon feu vert. Donc il avait en tout cas mon autorisation pour cette mission d'observation. Je voudrais maintenant en venir au terme. Oui. Voilà, excusez-moi, mon cher co-rapporteur, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser, mais je voudrais que cela puisse se faire avec l'accord des autres groupes parce que ça va nécessairement entraver les questions que tous les groupes vont vouloir poser. Alors vous me laissez le choix de mes mots. Je vous indique simplement que je considère que nous avons dans cette salle de la Commission des lois, et ce n'est pas une considération, c'est une réalité, 7 groupes politiques représentés, que je sais que chacun de ces groupes souhaite interroger M. Stroda, et que si M. le co-rapporteur souhaite poser l'intégralité de ces questions, cela ne sera pas possible. Je tenais simplement à en informer la salle pour que les choses soient claires. Ça n'est pas une forme de pression, mon cher collègue, c'est juste une information. Alors, je suis
totalement insensible à toute forme de pression et je vais donc, comme co-rapporteur, continuer, si vous le voulez bien, Madame la Présidente, à dérouler, ainsi que la fonction m'en a été donnée, un certain nombre de questions. Le porte-parole du Président de la République a indiqué, Monsieur le Préfet, que d'une part, M. Benalla avait été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire et que d'autre part, il avait été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Et il a indiqué que, au demeurant, cette sanction était, je cite le porte-parole d'Emmanuel Macron, la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Je souhaiterais revenir sur les deux termes de ce qui est présenté par le porte-parole de M. Macron comme une sanction. Premier terme de cette sanction, c'est cette suspension. Monsieur le Préfet, une suspension est-elle en droit une sanction? La mesure de suspension que j'ai prise, je crois qu'il faut employer les bons termes, était une sanction et en tout cas a été ressentie comme telle par l'intéressé. C'est-à-dire qu'il lui a été interdit d'être présent dans son service. 15 jours de traitement sont retirés et surtout, cette sanction était le dernier avertissement en cas de nouveaux comportements fautifs, ce qui s'est produit d'ailleurs. Et tout ceci était clairement notifié dans le courrier que je lui ai adressé. Cette sanction qu'il a donc écarté du service, ce qui se sait dans la maison, on travaille tous ensemble, était doublée d'une autre sanction qui était une rétrogradation, puisque sa feuille de poste a été modifiée et on lui a retiré un champ d'activité extrêmement important dans lequel il excellait, je tiens à le dire. Et donc, au-delà de ces 15 jours de suspension, il y avait aussi, vis-à-vis de l'ensemble des équipes de l'Élysée, cette décision qui le mettait à l'écart d'une activité extrêmement valorisante. Participer de l'organisation des déplacements du président de la République, c'est une activité ce sont des missions qui sont très recherchées. Je porte à la connaissance de notre commission pour le compte-rendu qu'une suspension n'est pas une sanction, mais une mesure conservatoire et provisoire, et je renvoie notamment à la lecture de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986. Une suspension n'est pas en droit une sanction. S'agissant en revanche, Monsieur le Préfet, de l'autre terme de ce que vous présentez comme une sanction, c'est-à-dire une rétrogradation, c'est bien en effet en droit une rétrogradation, j'en conviens, une sanction. J'observe néanmoins que dans les déclarations écrites qui nous ont été communiquées ce matin par M. Gibelin, celui-ci indique que entre la mi-mai et la mi-juillet, M. Benalla aurait, selon M. Gibelin, participé à des réunions à la préfecture de police relatives à l'organisation des déplacements du président de la République. Si tel est le cas, j'y vois bien sûr une contradiction, car cela voudrait dire que M. Benalla n'a pas respecté les termes de la sanction de rétrogradation qui lui aurait été, par hypothèse, notifiée. J'en viens, Madame la Présidente, car je sens votre impatience à écourter mes questions. Pas du tout, mais j'aimerais que vous posiez des questions. Je pose des questions, mais il est parfois utile qu'entre deux questions, il y ait quelque chose qui ressemble à un raisonnement.
Je voudrais revenir, monsieur le préfet, sur une question qui jusqu'alors n'a pas été évoquée lors de cette audition, celle de l'application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'Élysée a-t-il, et dans cette hypothèse à quel niveau, souhaité, à quel moment, saisir l'autorité judiciaire au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale? Si vous le permettez, Madame la Présidente et Monsieur le co-rapporteur, je vais faire une réponse très, très détaillée, parce qu'évidemment, la question que vous posez concerne l'adaptation de la sanction à la faute. Lorsque j'ai pris connaissance du comportement fautif de M. Benalla, notre première réaction a été d'infliger une sanction immédiate, pour bien marquer le coup, parce qu'il était clairement sorti de sa mission d'observateur et son comportement n'était pas acceptable. Et donc, en tant que chef de service, directeur des services, il m'appartenait de déterminer la nature de la sanction. Pour le faire, j'ai tout d'abord replacé ce qui s'était passé le 1er mai au soir, place de la Contrescarpe, dans l'ensemble des événements qui avaient caractérisé cette journée. Le 1er mai a été une journée de tension extrême à Paris. Je crois qu'il faut le rappeler. Cette journée a donné lieu à des affrontements extrêmement violents dans plusieurs quartiers parisiens, affrontements qui avaient été annoncés sur les réseaux sociaux, sur lesquels on promettait une journée d'enfer aux forces de l'ordre. Ces affrontements. Pardonnez-moi d'interrompre en cet instant. Ma question porte non pas sur les 1er mai en l'espèce, mais sur l'application des termes de l'article 40 du procédure pénale. Pour bien expliquer, si vous permettez, pourquoi il n'a pas été fait appel à l'article 40, je me dois de vous dire quels sont les éléments que j'ai pris en considération pour ne pas le faire. Donc, parmi ces éléments, il y avait ce contexte de violence à Paris. Violence provoquée par 1200 Black Blocs qui ont saccagé des commerces, qui ont dégradé des équipements publics, qui ont enflammé des voitures, qui ont blessé des policiers. Je rappelle qu'il y a eu 276 interpellations ce jour-là. Donc ce contexte de violence qui s'est prolongé place de la Contrescarpe le soir, puisque sur cette place, lors des affrontements qui se sont déroulés au moment de l'intervention des policiers dans lesquels était M. Benalla, il y a eu 31 interpellations. 31 interpellations. Voilà le contexte général avec, place de la Contrescarpe, des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Ensuite, j'ai regardé la vidéo qu'on m'avait présentée le 2 mai au matin. Cette vidéo montrait, je l'ai dit, des scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre et des manifestants et une interpellation effectuée par M. Benalla, qui était une interpellation d'un non-professionnel qui n'avait rien à faire là. Et cette interpellation qui a
permis de mettre à la disposition des forces de police le manifestant n'a pas donné lieu à dépôt de plainte ou à ITT. J'ai considéré que, à mon niveau, je n'avais pas assez d'éléments pour justifier d'un recours à l'article 40. D'autant plus que les autorités d'emploi de M. Benalla, ce jour-là, ne l'ont jamais évoqué ou suggéré. D'autant plus que, comme l'a indiqué M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur devant vous, cette scène a été signalée sur la plateforme de l'IGPN, donc elle a été analysée par des spécialistes et qu'aucune information de cette analyse ne m'a été adressée allant dans le sens d'un article 40. Donc, le 2 mai, avec le souci de prendre une sanction immédiate et sur la base des informations dont je disposais, j'ai pris cette sanction de suspension et de rétrogradation avec une lettre d'avertissement valant notification de licenciement en cas de nouveau comportement fautif. Je vous remercie, monsieur le corapporteur. Compte tenu de l'horaire, madame la corapporteure, je m'abstiens de poser à ce stade d'autres questions pour que les groupes puissent en poser. Je vous remercie de laisser l'ensemble des groupes pouvoir s'exprimer, comme je le souhaitais tout à l'heure, mais manifestement... Madame Naïma Mouchou, La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, je voudrais revenir sur la sanction infligée à Monsieur Benalla. Je n'ai pas tout à fait la même analyse que monsieur le corapporteur. Ce ne sont pas des mesures provisoires qui ont été infligées, si j'ai bien compris, puisqu'il y a eu 15 jours de suspension sans traitement, c'est-à-dire sans salaire, et une rétrogradation dans les missions de Monsieur Benalla. Donc je parlerai de sanctions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la sanction que vous avez décidé de prendre vous paraît adaptée selon le mot que vous avez vous-même utilisé? C'est ma première question. Madame la députée, je ne peux que refaire l'analyse que je viens de faire devant vous. C'est-à-dire que les éléments dont je disposais le 2 mai, donc le lendemain, m'ont conduit à prendre cette sanction que j'ai considérée comme adaptée, proportionnée à un comportement individuel fautif. Je comprends parfaitement qu'on puisse considérer qu'elle n'était pas adaptée. En tout cas, en ce qui me concerne, j'assume ma décision. Madame Mouchou, pour une deuxième question. Merci. Oui, merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous auriez des exemples de sanctions qui ont été prises à l'encontre d'autres personnes, pas forcément des observateurs, mais des personnes, des chargés de mission contractuellement liés qui seraient de même niveau pour qu'on puisse avoir une échelle de peine? Est-ce que vous auriez des exemples peut-être à nous communiquer? Oui, Madame la députée, j'ai fait cette recherche auprès du service du personnel de l'Élysée. Je n'ai pas trouvé de sanction pour un membre du cabinet. En revanche, j'ai trouvé plusieurs sanctions concernant les personnes qui travaillent dans les services de la présidence. Je rappelle qu'il y a 820 personnes qui travaillent dans les différents services de la présidence. Et là, il y a eu plusieurs procédures disciplinaires. Quand je dis plusieurs, j'en ai identifié 3 juste avant de vous rejoindre, allant jusqu'au licenciement.